Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous et je voudrais commencer par remercier Ahmed, mais aussi toute l'équipe de la Chambre syndicale des biologistes pour m'avoir donné l'occasion de revenir encore au Maroc et dans cette excellente ville qui est Tanger. J'espère que je reviendrai encore une autre fois. Et j'ai la lourde tâche de vous parler en 1 heure du diagnostic des hépatopathies auto-immunes. Donc avant de commencer, on va devoir définir les hépatopathies auto-immunes. Donc ce sont des maladies inflammatoires chroniques du foie qui sont caractérisées par une réponse auto-immune qui est cellulaire et qui est dirigée soit contre l'hépatocyte, et dans ce cadre, on va parler d'une hépatite auto-immune, soit contre le cholangiocyte, qui est en fait la cellule du canal biliaire, et dans ce cas, on va parler soit d'une cholangite biliaire primitive, d'une cholangite sclérosante primitive, ou bien d'une cholangite à IgG4. Et aujourd'hui, faute de temps, on va parler uniquement des hépatites auto-immunes et de la CBP. Alors commençons par l'hépatite auto-immune. Alors c'est une pathologie qui est plus ou moins fréquente. C'est une pathologie qui a 2 pics de fréquence chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Comme la plupart des maladies auto-immunes, c'est une maladie qui touche la femme et la présentation est très hétérogène, qui peut aller d'une hépatite aiguë fulminante, malheureusement, qui peut aller au décès, à un début insidieux et le malade se présente avec sa cirrhose. Alors, sur le plan biologique, il y a surtout la cytolyse qui est souvent associée à une légère cholestase. Et il y a une hypergammaglobulinémie qui porte sur les IgG. Ça peut être aussi une anomalie de l'EPP qu'on vient de voir tout à l'heure. Et il y a une histologie qui est parlante, qui met en évidence un aspect qui est caractéristique, qui est l'hépatite d'interface. Et comme la plupart des maladies auto-immunes, le traitement, c'est les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Alors justement, grâce à nous, les immunologistes, grâce aux anticorps, on peut diviser ces hépatites auto-immunes en 2 types. L'hépatite auto-immune de type 1, où on va voir plutôt des anticorps antinucléaires, des antimuscles lisses et des PNK atypiques. Et puis les hépatites auto-immunes de type 2, où on va plutôt trouver des anti-LKM1, des anti-LC1. Et puis il y a un autre anticorps, au départ on parlait des hépatites auto-immunes de type 3, et après on s'est rendu compte qu'il peut être à la fois au cours des hépatites auto-immunes de type 1 ou de type 2. Et alors, pour porter le diagnostic d'une hépatite auto-immune, alors vous voyez qu'il y a des critères diagnostiques qui remontent à 2008, je pense, et selon la positivité justement de certains critères, on va les coter avec un score, avec 1 ou 2 points. Alors si on a des anticorps antinucléaires, on va prendre, ou des muscles lisses à partir de 1,40, on va prendre 1 point. Si c'est plus, on va prendre 2 points. S'il y a un anti-LKM1 ou un anti-SLA, on va prendre 2 points. Et selon le dosage des IgG, on peut prendre 1 ou 2 points. Et puis, bien sûr, il faut faire la sérologie et éliminer les hépatites virales. Alors, pourquoi je vous parle de ce score? C'est un score qui va être fait par le gastro, par le clinicien. Mais en fait, vous, dans votre laboratoire, vous êtes capable de porter le diagnostic parce que vous faites de l'immuno, j'espère, vous faites le dosage des immunoglobulines et vous faites les sérologies virales. Et là, déjà, dans votre laboratoire, vous pouvez dire est-ce que c'est une hépatite auto-immune probable ou c'est une hépatite auto-immune confirmée. Bien sûr, le diagnostic définitif repose surtout sur la biopsie avec l'anapathe caractéristique, mais là, vous voyez le rôle du biologiste, justement, pour porter ce diagnostic. Alors ces critères ont été repris un petit peu chez l'enfant, un peu plus récemment, en 2018, et c'est surtout pour un peu revoir à la baisse les dilutions justement des anticorps, et au lieu de prendre le seuil de 1,40, on va plutôt avoir un seuil de 1,20 et on peut aller même au seuil de 1/10, et je vais vous parler tout à l'heure de l'algorithme qu'on va voir. Alors on va commencer par les hépatites auto-immunes de type 1, et aujourd'hui en fait je vais parler des anticorps qu'on va voir. Je ne vais pas beaucoup parler de l'immunofluorescence, je ne vais pas décrire parce qu'on n'a pas assez de temps, mais pour moi, mon objectif, c'est que vous, dans votre laboratoire, que ce soit vous fassiez l'immunofluorescence chez vous ou que vous sous-traitez, vous êtes capable de faire l'interprétation et justement de comprendre les conclusions, les interprétations et de diriger votre collègue qui est le médecin prescripteur. Et donc, il y a plusieurs anticorps au cours de l'hépatite auto-immune de type 1. Il y a les anticorps antinucléaires qui se trouvent dans 70 à 80% des cas, les antimuscles lisses dans 80% des cas, et puis il y a les PNK atypiques, on n'en parle pas souvent, mais ils sont présents dans 50% des cas. Et alors, il faut savoir que ces anticorps antimuscles lisses et anticorps antinucléaires sont très souvent associés. Alors, ce sont de bons marqueurs, ils sont malheureusement trop sensibles, et donc ils ne sont pas du tout spécifiques.
Et c'est pour cette raison qu'on peut les voir au cours des maladies auto-immunes de façon générale, les connectivites, mais aussi des maladies qui font un diagnostic différentiel avec les hépatites auto-immunes, notamment les hépatites médicamenteuses ou les hépatites virales. Alors, maintenant, comment on va faire? Comment on va rechercher ces anticorps? Alors, il faut, comme la plupart des bilans en immuno, on a deux étapes, une étape de dépistage et puis une étape de détermination de la spécificité. Et sachez que, selon les règles de l'art, le dépistage doit obligatoirement se faire par une technique d'immunofluorescence indirecte sur triple substrat, foie, rein et estomac de rat, et bien sûr, plus ou moins cellules HEP2. Et bien sûr, il faut déterminer la spécificité, et on va voir quand est-ce qu'il le faut faire et quand est-ce qu'on peut ne pas le faire, et selon des techniques immunoenzymatiques. Et généralement, on utilise les techniques immunodotes parce que ce sont des techniques qui s'adaptent aux malade par malade, c'est-à-dire au coup par coup. Alors, parmi ces anticorps, donc on va commencer par les anticorps antinucléaires. Alors, les anticorps antinucléaires, ils donnent des aspects très caractéristiques. Alors, sur le foie, sur le rein, sur l'estomac, et bien sûr, quel est le substrat de référence pour la recherche des anticorps antinucléaires? Les cellules HEP2, et là vous voyez. Alors vous voyez que je vous ai mis une image de cellules HEP2 avec des anticorps de type... Hein? De quel type ces anticorps-là sur HEP2? Allez, ceux qui font les immunos. Non, c'est un homogène. C'est un anticorps homogène avec, vous voyez, une plaque qui est positive. Et là, on se dit, alors si on a un anticorps homogène avec une plaque positive, la cible, c'est quoi? C'est l'ADN. Et justement, il faut savoir, au cours de l'hépatite auto-immune, la cible qu'on va voir pour les anticorps antinucléaires, c'est tout ce qui tourne autour de l'ADN. Ça peut être de l'ADN simple brun, de l'ADN double brun, de l'histone, de la chromatine, le nucléosome, etc. Et alors nous, lorsqu'on trouve un anticorps anti-ADN natif double brun, on se dit, quelle est la pathologie qui est la plus pourvoyeuse d'anticorps anti-ADN? Le lupus. Mais il faut savoir qu'il y a deux autres pathologies au cours desquelles il est attendu de voir des anticorps antinucléaires de type ADN, l'hépatite auto-immune et une autre pathologie. Il y a une connectivite qui est le syndrome de Sjögren primitif, où 5 à 10% des malades ont des anticorps anti-ADN natifs. Donc faites attention, si vous avez des anti-ADN, bien sûr, il faut penser au lupus, mais si vous avez aussi un Sjögren ou une hépatite auto-immune, vous n'avez pas tort, votre anticorps, il reconnaît bien l'ADN double brun. Alors, on va passer maintenant aux anticorps antimuscles lisses. Ils sont là dans 80% des cas. Et là aussi, il faut les détecter sur triple substrat. Et sur le triple substrat, ils ont un aspect caractéristique sur l'estomac. Alors, vous voyez les travées au niveau de l'estomac. Alors, les travées au niveau de l'estomac et la musculaire muqueuse. Et puis, au niveau du rein, on a surtout la fluorescence au niveau du vaisseau. Alors, ces anticorps antimuscles lisses, ils peuvent reconnaître n'importe quel type de cytosquelette. Alors, il y a un cytosquelette en particulier qui s'appelle l'actine, qui est normalement reconnu dans près de 80% des cas des muscles lisses au cours des authentiques hépatites auto-immunes de type 1. Alors, il faut savoir que les anti-actines, on va les voir sur triple substrat. Ils donnent un aspect particulier sur foie. Et donc, ils donnent une fluorescence entre les hépatocytes. Ils donnent une fluorescence, ce qu'on appelle un espace porte. Ils vont donner, bien sûr, la fluorescence au niveau de l'estomac. Alors, avant de dire qu'on a un anticorps anti-actine, il faut dire qu'on a un anticorps anti-muscle lisse. Pour avoir un anticorps anti-muscle lisse, il faut la musculaire muqueuse au niveau de l'estomac et les travées qui sont positifs. On les voit ici. Il faut la fluorescence au niveau du foie avec la fluorescence interhépatocytaire en nid d'abeille. Il faut l'espace porte. Et au niveau du rein, on a cette fluorescence caractéristique qui est la fluorescence du glomérule. Et puis, il y a des petites fluorescences qui sont en cheveux, qu'on appelle ça des spicules. C'est quelque chose qui est entre les tubules. Et là, on a ce qu'on appelle l'aspect VGT pour vaisseau, glomérule et pourtour des tubules. Et cet aspect-là, c'est un aspect caractéristique des anticorps anti-actines. Alors, comme je viens de le dire, il n'y a pas que les actines. Sur cellules HEP2, on peut avoir plusieurs types d'anticorps anticytosquelettes. Et entre ces types-là, il y a l'actine. Et l'actine, elle donne un aspect très, très caractéristique. Elle donne ce qu'on appelle des câbles qui traversent la cellule HEP2. Et à part cet aspect en câble, il faut savoir, très souvent,
Alors ça dépend bien sûr avec la nature des cellules HEP2 que vous utilisez, et ça donne très souvent aussi des aspects en soleil. Vous avez des rayons qui sont là, et là, c'est très caractéristique. Et puis, de temps en temps, vous avez une fluorescence globulaire. Alors, pourquoi cette fluorescence globulaire? Parce qu'il faut savoir que l'actine est synthétisée sous forme globulaire, c'est la G-actine. Et après la polymérisation, on a les filaments, les câbles qui traversent la cellule HEP2, et c'est la F-actine. Et la F-actine, c'est la cible majoritaire des anticorps anti-actine au cours des hépatites auto-immunes. Alors ça, c'est l'aspect HEP2. Alors là, les anticorps anti-actine, alors croyez-moi, ça aussi c'est un anticorps anti-actine. Ce n'est pas aussi simple. Ce que je vous ai montré, c'est lorsque vous avez une cellule HEP2 qui sort vraiment l'actine comme il devrait être. Mais là, on a très souvent des aspects qui ne sont pas du tout caractéristiques. On a cet aspect-là, on a cet aspect-là. Et alors, certaines firmes ont pensé, ils se sont dit, je vais prendre des cellules HEP2 et je vais les transfecter avec de l'actine. Comme ça, je vais augmenter l'expression de l'actine et ça donne ça. Sauf que ces HEP2, je pense qu'ils sont plus commercialisés, je ne sais pas, mais ils sont très, très sensibles et donc il y a beaucoup de faux positifs. Alors, on a parlé de l'immunofluorescence. Qu'en est-il des techniques immunoenzymatiques? Alors, je sais que tout le monde n'aime pas les immunologistes qui font de l'immunofluorescence. Moi, je pense que dans quelques années, nous, on va disparaître comme les dinosaures. Et j'en ai peur, hein, parce que tout le monde ne veut pas faire de l'immunofluorescence, parce que ça demande un microscope, ça demande une certaine expertise. Et que ce soit en Tunisie, ici au Maroc ou dans le monde, on voudrait bien trouver des trucs alternatifs. Et donc, on s'est dit, au lieu d'avoir l'immunofluorescence, peut-être qu'il faudrait faire aussi des techniques immunoenzymatiques. Il y a plusieurs études. Et là, moi je vous ai montré cette étude multicentrique européenne qui est parue en 2020. Et là, ils ont étudié plusieurs techniques ELISA. Et le meilleur résultat qu'ils ont pu avoir, c'est une sensibilité qui est de l'ordre de 50% pour une spécificité de 88%. Donc, les performances ne sont pas au top. Alors, qu'en est-il maintenant des techniques immunoDOT? Alors, je sais qu'il existe plusieurs DOT liver ou DOT hépatique qui ont l'actine dans leur profil. Et il faut savoir que plusieurs de ces techniques ont été testées en parallèle avec les techniques immunoenzymatiques et surtout avec les techniques d'immunofluorescence qui restent quand même les techniques de référence, et les performances sont très discutables. Et c'est pour cette raison que tout le monde est d'accord, du moins dans le monde des immunologistes, que la technique de référence pour la détection des anti-actines, c'est le triple substrat, avec cet aspect caractéristique de muscle lisse et l'aspect VGT, vaisseau, glomérule et pourtour des tubules. Et l'HEP2 peut ne pas avoir l'aspect caractéristique que je vous ai montré, c'est une aide au diagnostic. Et le triple substrat reste, heureusement pour moi, malheureusement peut-être pour vous, la technique de référence pour la détection des anticorps anti-actine. Alors, maintenant, les anticorps anti-actine, dans la majorité des maladies auto-immunes, on va parler d'anticorps de type IgG. Donc, ce sont des anticorps de type IgG. Bien qu'ils se trouvent dans la 80% des cas des hépatites auto-immunes avec muscle lisse positif, jusqu'à maintenant, ils ne font pas partie des critères diagnostiques. Aux critères diagnostiques, il suffit d'avoir un muscle lisse. Les gastros sont plus à l'aise lorsque c'est un actine parce que le muscle lisse, on peut le trouver partout, mais jusqu'à maintenant, ça ne fait pas partie des critères, entre autres, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un test facile pour la détection, et donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, il ne fait pas partie des critères diagnostiques. Alors, il faut faire attention, il y a une autre pathologie de gastro aussi, qui est la maladie cœliaque, au cours de laquelle on peut trouver des anticorps anti-actine, sauf que ces anticorps anti-actine sont de type IgA. Alors maintenant, vous allez me dire, il n'y a aucun problème, si j'utilise une anti-IgG, je vais détecter les IgG. Si je vais utiliser une anti-IgA, alors il faut savoir qu'il y a des kits qui utilisent les antigams, G, A et M à la fois, donc on peut les détecter les deux. Alors, à part ces anticorps, il y a ce fameux anticorps anti-SLA pour soluble liver antigen. Alors, c'est un anticorps en fait, qui est détecté par immunoprécipitation parce qu'en fait, il ne donne pas d'aspect en immunofluorescence et donc on ne peut le détecter que par des techniques immunoenzymatiques. Alors, il a surtout été découvert au cours de l'hépatite auto-immune de type 1 où il peut aller jusqu'à 50%. Ce qu'il faut savoir, que c'est un anticorps de mauvais pronostic. Alors, il est associé aux formes fulminantes, il est associé à la non-réponse au traitement. Bref, nous, lorsqu'on a un anticorps anti-SLA qui est fort, nous, on prend le téléphone et on appelle le médecin parce que ça peut être dans le cadre d'une hépatite fulminante.
Alors, on passe maintenant aux anticorps des hépatites auto-immunes de type 2 et on va commencer par les anticorps. Alors, il y a les anticorps anti-LKM1, les Volkidney microsomes, et puis les anticorps anti-LC1. Alors, il faut savoir que ce sont des anticorps qui ne sont pas sensibles du tout, mais qui sont assez spécifiques et qui sont dans la majorité des cas associés. Par exemple, il faut savoir que les anti-LC1 ne sont isolés que dans 10% des cas des hépatites auto-immunes de type 2. Ces anticorps aussi, il y a un autre problème, c'est qu'ils s'associent souvent à l'hépatite C, et donc ça pose un problème de diagnostic différentiel entre l'hépatite C et l'hépatite auto-immune de type 2. Alors l'LKM, c'est quoi? L'LKM, on a dit les Volkidney microsomes. C'est un anticorps qui est dirigé contre le cytochrome P450 et on a montré que les épitopes reconnus chez les hépatites auto-immunes de type 2 et chez les malades qui ont une hépatite C ne sont pas les mêmes, mais vous, dans votre laboratoire, que ce soit par IFI ou par des techniques immunodotes, vous n'allez pas faire la différence. Donc ça pose un problème de diagnostic différentiel. Alors en IFI, l'LKM1, si vous le voyez une fois, c'est fini, hein, on ne peut pas l'oublier. C'est une fluorescence très intense au niveau du foie. Alors moi, je leur dis, les résidents, je leur dis, c'est comme si c'était avec du paint. Il est vraiment, la fluorescence est très très homogène. Après, au niveau du rein, il y a une fluorescence au niveau des tubules de la corticale et la médulaire est négative. Il y a un arrêt net au niveau de la corticale et c'est assez caractéristique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de fluorescence ni sur l'estomac ni sur les cellules HEP2. Si vous avez ça, c'est probablement un anticorps anti-LKM1. Et puis, il y a les anti-LC1. Alors, LC1 livocytosol, donc il ne se voit que sur les hépatocytes. Il donne une fluorescence sur les cellules du foie. Alors, cette fluorescence, elle épargne l'espace porte et les veines centrolobulaires. Et donc, vous voyez, vous avez des zones qui sont noires et c'est très caractéristique. Malheureusement, l'immunofluorescence n'est pas assez sensible et les techniques immunoenzymatiques sont beaucoup plus sensibles. Faites attention, plus sensible, ça veut dire qu'il y a risque. Quel est le risque si c'est un truc très sensible? Et on va parler tout à l'heure des faux positifs. Et bien sûr, tout le monde sait, ceux qui font de l'immuno, qu'il existe actuellement des dots hépatiques où on a à la fois les anticorps des hépatites auto-immunes de type 1, de type 2 et bien sûr les anticorps de la CBP. Alors maintenant, que disent les recommandations internationales? Alors ils disent, vous voulez rechercher les anticorps des hépatopathies, il faut toujours commencer par le triple substrat. Pour la recherche des anticorps antimusculis LKM, avec des coupes à la congélation qui sont non fixées, la majorité des kits commercialisés ne sont pas fixés, donc c'est bon. Le screening doit toujours commencer au 1,40. Si vous avez un enfant, vous pouvez aller au 1,20e et même au 1,10e. Nous, on fait screening au 1,40. Si c'est un enfant, après, on fait on concentre et on fait au 1,20e ou 1,10e si c'est négatif, mais vous pouvez commencer au 1,40. Alors, la révélation, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser soit une anti-IgG, soit un anti-gamme. Nous, on préfère les anti-gammes. Pas vraiment pour les hépatites auto-immunes, mais on va voir tout à l'heure que, par exemple, pour les antimitos de type IgM peuvent être isolés dans le cadre de la CBP. Donc, si vous utilisez une anti-IgG, vous pouvez passer à côté. Et bien sûr, il faut faire très attention, il faut que vous utilisiez vos HEP2 aux concentrations usuelles. On ne va pas faire d'HEP2 ou un 20e ou un 40, etc. Et généralement, lorsqu'on a un anticorps antinucléaire au cours de l'hépatite auto-immune, généralement, c'est un des très forts titres. Alors, si on veut récapituler, anticorps antinucléaire, antimuscle lisse, anticorps peu spécifique, très sensible, c'est l'hépatite auto-immune de type 1. Anticorps anti-LKM1, anticorps anti-LC1, assez spécifique, très peu sensible, souvent associé à l'hépatite C, et surtout, ce sont des anticorps qui ont une connotation pronostique. Et bien sûr, l'anticorps qui doit être redouté et qui doit être communiqué dans les plus brefs délais aux cliniciens, c'est l'anti-SLA et qu'on ne pourra détecter que par les techniques immunoenzymatiques. Passons maintenant à la cholangite biliaire primitive. Alors, c'est une pathologie qui est un peu plus fréquente que l'hépatite auto-immune. C'est une pathologie de la femme de la cinquantaine, d'âge mûr. La présentation clinique est dans la majorité des cas insidieuse. Et là, on a surtout la cholestase, parfois associée à une faible cytolyse. Alors, si vous avez une cytolyse très importante associée à la cholestase, il faut toujours penser au syndrome de chevauchement, c'est-à-dire hépatite auto-immune et CBP. Alors, l'hypergamma, cette fois, elle porte plutôt sur les IgM. Et l'histologie, elle donne un appât caractéristique qui est la cholangite non suppurative. Et alors, la CBP, elle est considérée comme pathologie assez gentille parmi les maladies auto-immunes parce qu'on ne donne pas de corticoïdes ni d'immunosuppresseurs. On donne un traitement symptomatique, on chélate les selles biliaires grâce à l'acide urso désoxycholique, bref, l'ursolvant.
Alors, là aussi, il y a des critères diagnostiques pour porter le diagnostic de la CBP. C'est la cholestase biologique, phosphatase alcaline supérieure à 1,5 fois la normale. C'est la présence d'anticorps antimitochondrie de type M2 au seuil de 1,40. Et puis, il y a les signes histologiques. Et pour faire le diagnostic, on a besoin de 2 critères. Et là aussi, je reviens vers vous, les biologistes. Vous, dans votre labo, vous pouvez porter le diagnostic de CBP à vous seul. Donc, on n'a pas besoin de l'ANAPAT pour la CBP. Alors, l'antimitochondrie, il faut savoir qu'il y a plusieurs types, de M1 à M10. Celui qui a été associé à la CBP, c'est surtout le M2, mais il faut savoir qu'il y a d'autres mitochondries, telles que par exemple le M10, qu'on voit parfois, et qui sont associés à la CBP. Sachez que 90 à 95% des CBP ont des anticorps antimitochondries de type M2. Alors, sur le plan immunofluorescence, donc on a dit qu'il faut toujours commencer par le triple substrat. Et en immunofluorescence, on a une fluorescence au niveau du foie. Au niveau du cytoplasme du foie, c'est une fluorescence plus granulaire. Ce n'est pas la fluorescence au paint du LKM. On a une fluorescence au niveau du rein. Cette fois, la fluorescence, elle est corticomédulaire avec un gradient, c'est-à-dire la médula, elle est plus fluorescente. On a une fluorescence sur l'estomac, les cellules pariétales de l'estomac. Et le triple substrat, c'est le substrat de référence, mais on peut être orienté si on fait en premier lieu les B2. Et là, vous avez une fluorescence ni filamentaire ni granuleuse. Moi, je dis c'est une fluorescence en fusée. Vous avez l'impression que la mitochondrie va partir de la cellule Hep2. Alors, à part l'anticorps antimitochondrie, il faut savoir qu'au cours de la CBP, il y a des anticorps antinucléaires. Et le plus fréquent d'entre eux, c'est les anticorps antinucléaires qui donnent un aspect de membrane nucléaire. En fait, ils sont retrouvés dans 20 à 30% des cas de CBP. Et ils sont dirigés contre une protéine qui s'appelle la GP210. En fait, c'est une protéine au niveau des pores. La membrane nucléaire, il y a des pores, et là, cette protéine, elle est à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que ces anticorps, dans la majorité des cas, sont associés aux anticorps antimitochondrie, mais peuvent se voir isolés dans 3 à 5%. Et là, il faut savoir bien que la CBP est une maladie gentille, mais avoir un anticorps anti-GP210, c'est un marqueur de mauvais pronostic avec une évolution éventuelle vers la cirrhose. Alors, sur triple substrat, c'est facile de voir l'aspect, c'est très caractéristique sur le foie, sur le rein, sur l'estomac. Et d'ailleurs, parmi tous les anticorps antinucléaires, bien que l'HEP2, c'est la technique de référence, mais la membrane nucléaire sur HEP2 peut prêter à confusion. Allez, parce que l'HEP2, c'est quoi? C'est des frottis, on a une vue de dessus, et donc si on a une fluorescence, on peut la prendre à tort comme une fluorescence. Quel type de fluorescence? C'est qu'elle n'est homogène. Mais en fait, quelle est la différence? C'est que les plaques sont négatives et il faut s'acharner à trouver ce trait-là qui est entre les cellules. Et c'est pour cette raison que le triple substrat, les tissus, de façon générale, là où il y a une coupe, sont des substrats plus adaptés pour anti-GP210. Moi, dans mon labo, lorsque j'ai un aspect comme ça, je le confirme sur triple substrat. 1, pour le mieux voir. 2, pour éventuellement détecter un anticorps antimitochondrie qui lui est souvent associé. D'accord. Alors, à part la membrane nucléaire et le GP210, il y a d'autres aspects, comme par exemple les dots nucléaires. Alors, les dots nucléaires multiples, ils donnent cet aspect-là. Alors, comme on parle d'anticorps antinucléaires, le substrat de référence, bien sûr, ce sont les cellules HEP2. Et là, vous voyez qu'actuellement, vous savez que vous avez des dots qui identifient à la fois le GP200, le SP100, le PML, et puis les anticorps des hépatites auto-immunes. Il faut savoir que 90 à 95% des CBP sont antimito positifs, et que seulement anti-M2 positifs et qui reconnaissent la sous-unité E2 de la PDC, mais 4 à 3% en fait, reconnaissent uniquement une autre sous-unité, et d'où l'intérêt justement des autres sous-unités E2, que ce soit, vous pouvez les faire isoler, ou bien dans ce fameux peptide qui a rassemblé les trois. Et puis on a dit qu'on peut avoir les GP210 isolés dans 3 à 5%. Donc retenez, antimitochondrie, c'est le plus fréquent, plus ou moins, SP100 PML, GP210. Alors, pour résumer cette partie, donc les marqueurs des hépatopathies, ce sont des marqueurs diagnostiques. La détection doit obligatoirement se faire, je ne le dirai pas assez aujourd'hui, par des techniques d'immunofluorescence. Commencez toujours par le triple substrat. Pour l'hépatite auto-immune, spécificité faible des anticorps antinucléaires, antimuscles lisses, sensibilité faible des autres. Et c'est là, marqueur diagnostique, là en fluo, en rouge, 3 croix. Pour la CBP, c'est plutôt les antimitochondries. Les antimitochondries
vont être détectés par triple substrat. Ce que je vous montre là, ce que je vous ai montré, c'est l'aspect antimitochondrie de type M2. On a souvent des demandes, on sort anticorps antimitochondrie de type M2 par immunofluorescence, et le gastro, il renvoie le malade, il me dit « je veux le type M2 ». Moi, je comprends, le gastro, lui, il veut le DOT. Mais moi, je peux vous certifier que ce que je vous avais montré là, ce sont des anticorps antimitochondrie de type M2. Les autres, ils donnent des aspects en immunofluorescence qui sont tout à fait différents. Alors, il n'y a pas d'intérêt dans la surveillance et l'évolution de la maladie. Une fois on a fait le diagnostic, on ne refait pas la recherche des anticorps. Et il faut savoir que plusieurs auto-anticorps sont prédictifs, et parmi les anticorps des hépatopathies, les anticorps antimitochondrie peuvent apparaître des années avant l'apparition de la maladie. Donc, l'idéal, c'est de ne pas refaire les antimitos, mais plutôt de refaire justement le bilan hépatique pour guetter justement l'apparition d'une CBP. Alors, maintenant, on va parler de la démarche diagnostique. J'ai parlé assez aujourd'hui, en plus, Marie le micro. Alors maintenant, je vais demander de faire cette démarche avec moi. Alors cette démarche, elle dépend de la suspicion. Soit on est devant une hépatite auto-immune ou une cholangite biliaire primitive. Alors là, on a une femme, 56 ans, sans antécédents. Alors elle a un ictère et un prurite, une hépatomégalie, et à la biologie, elle a une cholestase. Donc bien sûr, ils vont demander un bilan immunologique. Qu'est-ce qu'on va demander en premier devant ce tableau? Anticorps antinucléaire. Allez. Pourquoi un anticorps antinucléaire en premier? C'est une suspicion de CBP, donc on va demander les anticorps antimitochondrie qui font partie des critères de classification. Donc on va demander des antimitos. Sur quel type de technique? Triple substrat. Donc chez cette femme, on a fait le triple substrat et on a cet aspect-là. C'est un aspect caractéristique, on n'a pas de problème. Voilà, l'aspect sur le rein, sur l'estomac, etc. Donc devant toute suspicion d'une CBP, cholestase biologique, bien sûr, on a éliminé les autres causes, les obstacles, etc., médicamenteux, etc. Donc il faut demander en premier lieu, l'IFI, il faut faire en premier lieu l'IFI sur triple substrat. Bien sûr, il faut commencer au 1,40 pour rechercher les anticorps antimitochondrie, mais on peut à la fois rechercher les anticorps anti-membrane nucléaire. Alors, dans ce cadre-là, j'ai cet aspect-là, j'ai un aspect positif qui est caractéristique. Selon vous, est-ce que je dois faire le DOT? Oui ou non? Non. On a une fluorescence typique, on peut s'arrêter là, et vous sortez le résultat, vous êtes confiant, c'est un anticorps antimitochondrie de type M2, une femme, cholestase, ça ne peut pas être autre chose, c'est une CBP. Alors, cette dame, par contre, elle a 63 ans, et elle est adressée pour cholestase, elle a une thyroïdite d'Hashimoto, un ictère, et elle a une phosphatase alcaline à 3 fois la normale, un TP bas et des sérologies virales négatives. Là aussi, c'est la même suspicion, donc on va faire la même chose. Donc on a fait le triple substrat. Alors, c'est quoi l'aspect? C'est la membrane nucléaire. Et là, sur le rein. Alors, pour les yeux avisés, il y a une fluorescence de la membrane nucléaire, mais les tubules sont aussi positifs. Voilà. Il y a aussi les cellules pariétales qui sont positives. C'est quoi? À part la membrane nucléaire. Oui, nous, Youssef. Les immunologistes, ceux qui font de l'immuno. Donc, on a en fait, sur triple substrat, on a l'aspect membrane nucléaire, mais on a aussi un anticorps antimitochondrie qui est très souvent associé à l'anticorps anti-GP210. Donc, on a l'aspect membrane nucléaire, la fluorescence au niveau des tubules du rein. C'est vrai, au niveau du foie, il n'y a pas une bonne fluorescence, mais on a aussi la fluorescence au niveau de l'estomac, les cellules pariétales. Donc, c'est un anticorps antimitochondrie qui est positif et chez cette malade, s'il est supérieur au 1,40. Donc, dans cette situation, est-ce qu'il faut compléter par une autre technique, selon vous? Est-ce qu'il faut faire le DOT? Oui ou non? Oui, pourquoi? Il faut chercher les autres? Non, je ne veux pas chercher les autres. Moi, je fais faire le DOT, mais pas pour chercher, pour confirmer le GP210. Parce que la membrane nucléaire, il n'y a pas que le GP210,
Il y a par exemple les lamines, il y a d'autres cibles antigéniques. Donc, qui dit que c'est un GP210? C'est l'identification et c'est la technique immunoenzymatique. Donc oui, il faut faire un DOT. Et le DOT, donc on a l'anti-MITO, on a confirmé l'anti-MITO et on a l'anti-GP210. Donc, premièrement, pour confirmer. Deuxièmement, on a dit que c'est un marqueur de mauvais pronostic. Donc, c'est bien d'être sûr qu'on est sur cette piste-là avec une CBP qui est potentiellement grave ou sévère. Alors, donc, il faut faire le triple substrat, on a la fluorescence, et éventuellement compléter par les techniques immunoenzymatiques, notamment le liver hépatique ou le liver dot, comme vous voulez l'appeler. Alors, cette dame, elle a 65 ans, elle a des antécédents familiaux de PR, et elle a une polyarthralgie inflammatoire. Et le médecin, il a demandé plutôt des anticorps antinucléaires, facteurs rhumatoïdes et CCP. Ça, c'est une situation fréquente, même pour ceux qui ne font pas le triple substrat. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait le facteur rhumatoïde, il était positif, les anti-CCP aussi, et on a fait l'anticorps antinucléaire, et c'est un anticorps antinucléaire qui est moucheté, qui est au 1,400. Alors, quelle est la conduite devant un anticorps antinucléaire positif? Les antigènes solubles, mais aussi... Le noyau, il y a de l'ADN et les antigènes nucléaires solubles. Donc, il faut faire les deux à la fois. Donc, on a fait le DOT, on a fait l'antigène nucléaire soluble. Alors, l'ADN, il est négatif. Et là, on a un anticorps de type Pro52 qui explique l'aspect moucheté. Et puis, on a un anti-MITO de type M2 qui, je ne sais pas pourquoi, la majorité des firmes incluent le M2 dans leur profil. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon. Et voilà, on a un anticorps anti-MITO. Alors, quel est le problème maintenant? On a un anticorps anti-MITO par technique immunoenzymatique sans aspect en immunofluorescence. Est-ce que c'est une situation fréquente? Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Passer au triple substrat. Excellente idée. Donc, on est passé au triple substrat et le triple substrat, il est négatif. Donc, voilà, on a anti-MITO positif par immunodote, négatif par IFI. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Faux positif. Je concale. Il faut faire le bilan hépatique. Et si c'était une découverte d'une CBP, c'est une dame qui a déjà une autre maladie auto-immune, elle a 56 ans, etc. Donc, c'est le terrain. Donc, il faut faire le bilan hépatique. Ou conseiller de faire le bilan hépatique. Comme a dit madame, moi, je suis dans un hôpital. Moi, je peux me permettre. Mais vous conseillez le bilan hépatique. Alors, le bilan hépatique est revenu normal. Donc la question, est-ce que c'est un antimitochondrie qui serait prédictif? C'est-à-dire il est apparu des mois ou des années avant. Alors il faut savoir qu'il y a eu des études. Il y a une étude qui a apporté sur 229, c'est une étude multicentrique européenne, et elle a colligé 229 patients. Alors ceux-là, ils ont des antimitos par triple substrat, avec un bilan hépatique normal, et au bout de 7 ans, seuls 16% ont évolué vers la CBP. Et la majorité, en fait, ils avaient des maladies auto-immunes, donc ils se sont dit peut-être que cette positivité, c'est un marqueur d'auto-immunité. Mais il y a une autre possibilité, est-ce que s'agit-il de faux positifs? Alors nous, dans notre pratique quotidienne, nous, on a à peu près 10% de mythos qui sortent par les techniques ANA, c'est-à-dire les DOT pour anticorps antinucléaires, on a à peu près 10% qui sortent, et on fait le triple substrat est négatif, et il n'y a pas de cholestase, il n'y a rien du tout. Faux positif, prédictif, je ne peux pas vous le dire. Donc, il faut faire attention à ces problèmes. Donc, la technique très sensible donc, dit faux positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut surtout surveiller le bilan hépatique. Donc, on revient à notre algorithme. Donc, on a fait tout ça. Alors, si tout est négatif, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Vous avez tout fait et c'est négatif. On a dit qu'il y a une hyper-IgM. On peut aider le clinicien en donnant, mais ça ne fait pas partie des critères de diagnostic. D'accord? Alors, 4e cas clinique, 60 ans, 2 mois, asthénie importante, anorexie, prurite, ictère, cholestase, pas d'insuffisance hépatocellulaire et à l'EPP, une augmentation polyclonale des gamma-globulines. Donc là aussi, on a une cholestase et une petite cytolyse. Donc, première chose, on va faire le triple substrat. Alors, le triple substrat, le foie et le rein, vous voyez les petits dots sur le foie et sur le rein. Alors, il faut dire, moi, je suis de la génération qui lisait les anticorps sur foie de rat.
Maintenant, ce n'est pas le substrat de référence. Mais là, on peut suspecter déjà la présence d'anticorps antinucléaires. Et justement, on l'a confirmé par EB2. Et sur EB2, on a cet aspect très caractéristique que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle les dots multiples. Et là, dans le cytoplasme, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a une fluorescence cytoplasmique qui évoque un anticorps antimitochondrie. Donc, là, nous, on a fait le DOT. Est-ce qu'on aurait pu ne pas le faire? Il fallait le faire. Pourquoi? Non. C'est exactement comme les GP210. Qui dit que ce sont des SP100 et PML? Ça peut être d'autres cibles antigéniques qui n'ont rien à voir avec la CBP. Donc il faut faire. Et lorsqu'on l'a fait, on a un anti-mito et un anti-SP100 PML. Oui, mais on a un anti-mito, on a un triple substrat et le triple substrat était négatif. On comme le triple substrat et le substrat de référence. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un anticorps positif de type multiple dots 1 sur 800, on a un anti-mito et musculis qui est négatif sur triple substrat, et on a un anti-SP100 PML qui est positif par immunodot. Alors donc, on a un anti-mito positif par immunodot sans aspect évocateur en IFI. Je me trouve là où l'EB2, elle est positive. C'est ça, hein, l'EB2. Mais l'EB2, ce n'est pas le substrat de référence. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, la première explication, c'est ce qu'on appelle le phénomène de compétition entre les anticorps. C'est-à-dire, on a un anticorps antinucléaire qui est très fort et va absorber l'antiglobuline et il ne restera plus d'antiglobuline pour l'antimito sur le triple substrat. Ça, c'est une hypothèse. Mais il peut s'agir d'une meilleure sensibilité des techniques immunoenzymatiques. Mais moi, dans ce contexte-là, je ne vais pas me casser la tête. J'ai un antimito par une technique immunoenzymatique, j'ai un anti-SP100 PML qui sont assez spécifiques de la CBP, donc je peux sortir cette conclusion. C'est un bilan immunologique fortement évocateur d'une CBP. On est foutu, hein? On ne va pas manger aujourd'hui. Alors, madame, elle a 42 ans, elle a un prurite et elle a une cholestase, mais pas de cytolyse. Donc on a demandé le triple substrat et là, le foie. Qui sait ce que c'est? Vous imaginez que c'est un anticorps antinucléaire? Ce n'est pas le substrat. Voilà le substrat de référence. C'est un anticentromère. Alors, il faut savoir que les anticentromères peuvent se voir au cours de la CBP, souvent associés à la sclérodermie, mais ils peuvent être isolés. Et les anticentromères, dans le cadre de la CBP, sont associés à l'hypertension portale, avec ou sans sclérodermie, et donc ça devient un marqueur de mauvais pronostic. Et donc, il faut toujours avoir dans l'esprit qu'il faut faire en parallèle ou en second lieu, l'EB2, justement, pour rechercher les anticorps de la CBP qui sont des marqueurs autres que les antimitochondries. Bien sûr, si on a aspect en faveur de SP100 ou GP210, on va compléter par le DOT, mais si on a d'autres aspects, comme tout anticorps antinucléaire, il faut le typer, il faut faire les ENA et l'ADN. D'accord? On va passer à l'hépatite auto-immune. On va s'en sortir. Alors, madame, 45 ans, depuis 2018, elle a une hépatosplénomégalie, elle a une hypertension portale et elle a des phosphatases alcalines à 4 fois la normale, gamma-GT à 2 fois la normale et des transaminases à 4,5 fois la normale. Bref, cytolyse importante, cholestase modérée. Donc on va demander un bilan immuno. Dans ce contexte-là, cytolyse, il faut penser à une hépatite auto-immune. Donc il faut demander en premier lieu, j'espère que vous êtes d'accord, qu'est-ce qu'on va demander en premier lieu? Triple substrat. Alors, le triple substrat, cette fluorescence en paint au niveau du foie, voilà, et là, au niveau du rein, qui s'arrête net au niveau de la médulaire, c'est un... Vous avez faim. C'est un anticorps anti-LKM1, c'est un marqueur de l'hépatite auto-immune de type 2. Alors... Donc, on a un anticorps anti-LKM1 supérieur au 40. Est-ce qu'il faut compléter par une technique immunodot? Alors là, c'est plus ou moins mitigé. On peut ou pas. Moi, si j'ai cet aspect-là, avec le contexte clinique, et j'ai une sérologie virale de l'hépatite C négative, je peux m'arrêter là. Très souvent, nous, on passe à la technique immunodot. Alors bien sûr, il faut faire les anticorps antinucléaires, hein, parce que l'hépatite auto-immune, il faut toujours faire les anticorps. Et lorsqu'on a fait la technique immunodot, on a l'anti-LKM, mais on a aussi l'anti-LC1.
Donc rappelez-vous, l'LC1, il donne une fluorescence au niveau du foie, liver-cytosol. Alors, problème, comment expliquer? On ne l'a pas vu sur le foie, la fluorescence. Pourquoi on n'a pas vu les anti-LC1? On a dit que c'est une fluorescence des hépatocytes qui épargnait l'espace porte et les veines centrolobulaires. Le seuil? Voilà, c'est la superposition des images. Donc, lorsque vous avez cette image-là sur cette image-là, c'est impossible de voir les anti-LC1. Et donc, ou bien ça peut s'agir aussi d'une meilleure sensibilité des anticorps anti-LC1, puisqu'on a dit que les techniques immunoenzymatiques sont plus sensibles que les techniques d'immunofluorescence. Et donc, nous, c'est impossible de voir l'LC1 si on a un anti-LKM avec. Donc, si on récapitule, on a un LKM1, un LC1. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est une hépatite auto-immune de type 2. Alors, je voudrais juste vous rapporter l'expérience du labo, parce que l'anti-LC1, il pose quelques petits problèmes. Alors ça, on l'a fait il y a quelques années, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, avec pratiquement les mêmes proportions. On a colligé 40 patients sur une période de 5 ans, et qui étaient IFI négatifs, c'est-à-dire triple substrat négatif, mais qui avaient un anticorps anti-LC1 par dot. Et on a voulu voir à quoi ça correspondait. Alors, il faut savoir que dans 72% des cas, le diagnostic d'hépatite auto-immune a pu être écarté. Et donc, il faut faire très, très attention. Moi, un anticorps anti-LC1 isolé sur dot, il faut vraiment faire très attention parce qu'il est très souvent associé à l'anti-LKM. On a dit qu'il est isolé dans 5 à 10% des cas. Donc, s'il est isolé et vous avez une bande forte, vous devez le voir sur immunofluorescence. Si vous ne le voyez pas, il faut s'acharner à chercher un contexte, surtout une cytolyse. Ça se voit surtout chez l'enfant. Sinon, il faut contrôler le bilan hépatique, mais il faut faire très, très attention à ces techniques immunoenzymatiques. Et ça a été fait chez nous, ça a été fait par plusieurs types de DOT et par des techniques immunoenzymatiques aussi. Donc, l'LC1 seul, il faut faire attention. Alors, une jeune de 17 ans, elle a une hépatopathie chronique, une cytolyse, une thrombopénie. Et là aussi, on a commencé par le triple substrat. Et là, vous voyez, on a le muscle lisse. On a l'aspect que je vous ai montré, c'est l'aspect VGT. Et donc, c'est un anticorps anti-actine. Alors, sur HEP2, ça, c'est nos propres figures. Hein. C'est extraordinaire, c'est un anticorps anti-actine. Et donc, c'est un anticorps anti-muscle lisse de type actine supérieur au 40. Alors, le diagnostic le plus probable dans cette situation, on a un anticorps anti-actine. Donc, le diagnostic le plus probable chez une fille qui a une cytolyse, c'est probablement une hépatite auto-immune de type 1. Sauf que c'est une jeune fille, 17 ans, etc. Il faut penser aussi à la maladie cœliaque. Moi, j'utilise une anti-gamme pour le triple substrat, une anti-IgG pour l'HEP2, mais il faut savoir, même si on fait une maladie cœliaque, on fait à la fois des IgG et des IgA. Mais ceux qui ont un intérêt diagnostique, c'est les IgA. Dans ce contexte-là, c'est un peu probable. Pourquoi? Parce que la malade n'a pas d'anémie, n'a pas d'hypoalbuminémie. Et chez les jeunes filles, la première circonstance de découverte de la maladie cœliaque, c'est l'anémie. Donc si on n'a pas d'anémie, c'est rare d'avoir. Oui, c'est vrai. L'association hépatite auto-immune de type 1 à maladie cœliaque n'est pas rare. Pas fréquente, mais elle n'est pas rare. Et le diagnostic, il repose surtout sur l'anapate. On a dit le diagnostic, il repose sur l'anapate parce qu'il y a après un traitement immunosuppresseur. Alors, mademoiselle, 25 ans, hépatite fulminante, et on a tout éliminé. Et on a fait un bilan immunologique. Et on a fait la recherche de tout, anticorps anti-muscle lisse, LKM, etc., par IFI, sur triple substrat, tout est négatif. Mais là, vous voyez une fluorescence particulière, là. On a la lumière. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Alors, c'est une fluorescence qu'on trouve souvent au cours du triple substrat. C'est une fluorescence au niveau du pôle apical des tubules. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle des hétéro-anticorps. Si ça marche, voilà. Hétéro-anticorps, c'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi certains sérums de malades développent des anticorps contre la souris. Et donne cet aspect-là. Et parfois, il est très, très, très fluorescent. Et les biologistes qui ne sont pas très entraînés, ils ont peur, ils se disent ah, ça doit correspondre à quelque chose, mais en fait, ça ne correspond à rien du tout. Ça ne donne pas cet aspect-là. Les anticorps anti-médicaments, ça donne beaucoup, beaucoup d'anticorps anti-muscle lisse sans aspect actine. Alors, on a fait, comme c'est une suspicion d'hépatite auto-immune, on a fait le triple substrat, on a fait l'HEP2. Et vous voyez, sur l'HEP2, les anticorps antinucléaires, anti-muscle lisse, anti-LKM1, etc., ont été négatifs.
Et donc, normalement, il faudrait faire une PBH, c'est-à-dire une biopsie hépatique qui va faire le diagnostic. Sauf que cette malade, elle avait un TP bas, donc on ne pouvait pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Non, on a tout fait. Le cuivre, la sérologie virale, etc. Mais nous, dans un labo d'immuno, j'ai fait l'immunofluorescence. Maintenant, il faut faire l'immunodote. J'ai fait le dosage des IgG. Il fait partie des critères. Il est à 12 grammes. Et surtout, il faut penser aux anti-SLA qui ne donnent pas d'aspect en immunofluorescence. Et c'est un marqueur de mauvais pronostic. Et c'est une jeune fille qui a une hépatite fulminante. Donc, je répète encore, ces anti-SLA, il faut les communiquer dans les plus brefs délais. Donc, si on va à notre algorithme, donc devant une suspicion d'hépatite auto-immune, il faut éliminer, bien sûr, comme a dit monsieur, ce qui est médicamenteux, ce qui est viral, les surcharges aussi, etc. Et bien sûr, il faut commencer par les anticorps anti-muscles lisses et les anticorps antinucléaires, par immunofluorescence, avec le triple substrat et l'EB2. Alors, si c'est positif, l'hépatite est probable. Et si c'est négatif, il faut toujours céder des techniques immunoenzymatiques. On peut aussi céder du dosage des immunoglobulines. Nous, on ne le fait pas souvent, mais c'est aussi un argument. Alors, si tout est négatif, on n'aura pas le temps de le faire. Il faut penser aux ANCA. Alors, les ANCA, on a cet aspect-là, ce qu'on appelle les P-ANCA atypiques, c'est-à-dire on a un aspect sur éthanol qui est P, et un aspect négatif sur formol, et après, il revient sur méthanol. Alors ça, c'est des ANCA qui ne reconnaissent ni la MPO ni la PR3. Donc si vous faites dans vos laboratoires des techniques immunoenzymatiques, CLIA ou ELISA ou DOT, vous avez uniquement MPO PR3, vous passez à côté des ANCA atypiques, qui sont des marqueurs des hépatites auto-immunes, et qui peuvent parfois être isolés. Très rare, mais ça existe. Alors, j'ai encore 5 minutes. Alors là, c'est une femme de 35 ans qui a un diabète et qui a une anémie et a une cytolyse à 4 fois la normale, et le bilan étiologique est négatif. Donc on a fait un bilan immunologique, et là on a vu ça. Alors ça, c'est très caractéristique, ça, une fluorescence au niveau de l'espace porte, une fluorescence au niveau des tubules, on dit que les tubules sont encadrés comme avec un compas, et puis une fluorescence autour des muscles lisses. Ça, c'est ce qu'on appelle un anticorps antiréticuline. Alors, il faut savoir, l'antiréticuline, c'est un marqueur de la maladie cœliaque. Il est très peu sensible, mais très spécifique. Et parfois, nous, on le découvre de façon fortuite. Donc, devant une suspicion de maladie cœliaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Une sérologie de la maladie cœliaque. Et donc, justement, on a fait la transglutaminase, le dosage des IgA. Alors, pourquoi? Il faut savoir que la cytolyse peut être parfois la porte d'entrée de découverte de la maladie cœliaque, et on a beaucoup de cas dans ce sens. Nous, on commence par les antitransglutaminases de type IgA. Et le dosage, si le dosage normal est transglutaminase positif, on confirme par l'endomysium, parce que les techniques immunoenzymatiques sont très sensibles. On parlera une autre fois des DOT pour la maladie cœliaque. Là, mais j'ai, Inch'Allah. Et donc, toujours, si vous faites toute l'exploration, pensez toujours à la maladie cœliaque, et il faut faire la sérologie de la maladie cœliaque parce que la cytolyse fait partie des critères de diagnostic. Alors, là, c'est un cas que je voulais vous présenter. C'est un cas où on a à la fois une cytolyse et une cholestase. Et là, la dame, on a fait le triple substrat, c'est négatif, mais on a trouvé un anticorps anti-actine. Et donc, on a porté le diagnostic d'hépatite auto-immune, et on a dit que le diagnostic, il est anapathe. Ils ont fait l'anapathe. Et on a trouvé à la fois des signes anapathes en faveur de l'hépatite auto-immune de type 1 et de la CBP. Et là, on est revenu vers les critères, et là, à part la cytolyse, on avait une cholestase. Et il faut savoir qu'il existe des critères diagnostiques pour le diagnostic d'une... bien sûr, il y a les techniques immunodotes. Là, nous, on avait fait anticorps antimusculaires, anti-actine, hépatite auto-immune de type 1, on s'est arrêté là. Et de toutes les façons, ils ont fait la biopsie et le diagnostic a été retenu. Mais nous, on a découvert après qu'elle avait des anticorps en faveur de la CBP, et notamment des antimito, uniquement par des techniques immunoenzymatiques. Et toujours la même question, est-ce que c'est des faux positifs? Ou là, ce n'est pas des faux positifs, puisqu'on a la CBP qui est confirmée par anapathe. Alors, il faut savoir qu'il y a des critères diagnostiques aussi biologiques pour vous, pour dire qu'il existe un syndrome de chevauchement. Alors, pour finir, là, c'est un cas pour faire plaisir à mon ami Youssef. Alors, c'est une femme de 55 ans. Le bilan demandé, il est chez lui, il n'a pas de renseignements cliniques. Moi, ça a des cas réels. Moi, je suis dans un hôpital. Là, c'est le cas, disons, de Youssef.
Et là, il a un bilan demandé, azathalate, phosphatase alcaline gamma GT, sérologie B et C et dot hépatique. Le médecin, il veut directement le dot hépatique. Alors moi, si j'étais à sa place, on a fait le bilan, azathalate normaux, phosphatase alcaline gamma GT à 2 fois la normale, et puis le dot hépatique est négatif. On a fait le dot hépatique, c'est-à-dire le tout, hein, M2, GP210, PML, SP100, etc. Youssef a fait tout. Et alors là, tout est négatif. Il faut attirer l'attention du clinicien qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faudrait compléter par la technique de référence, c'est-à-dire des anticorps antimitochondries de type M2 par IFI sur triple substrat, qui est le substrat de référence. Alors, le médecin, copain de Youssef, Sma Al-Klem, et il a réadressé le malade. Alors, il lui a dit, le tableau clinique est fortement évocateur d'une CBP. Nous, on avait la cholestase au labo, on n'avait pas d'autres critères. Et Youssef, il a fait le triple substrat et il a fait l'EB2. Et c'est typiquement un anticorps antimitochondrie de type M2. Allez, pourquoi il n'est pas sorti par le DOT? Ce n'est pas les E2. C'est-à-dire la plupart des firmes se sont amusées de mettre le E2, que ce soit séparé ou ce fameux peptide qui est fabriqué par génie génétique. Mais il y a le E1 aussi. Et donc, on peut avoir un DOT négatif et un triple substrat positif. J'attends la réponse pour ta malade. Et donc, voilà, c'est pour vous rappeler que... Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis désolée d'avoir débordé. Hein.